le thème, c'est donc comment intégrer les émotions et développer la résilience dans la vie de l'entreprise grâce à l'intelligence émotionnelle. Cette conférence, elle se veut interactive. Donc, vous allez à un certain moment pouvoir interagir, vous allez pouvoir travailler en groupe et vous allez également pouvoir participer à des petites questions que je vais vous poser. Le but étant évidemment de pouvoir vous laisser intervenir et puis il y aura la partie questions à la fin de la conférence. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les mettez bien au chaud et puis j'y répondrai à la fin de cette présentation. On va essayer de faire au mieux avec les outils et avec les moyens du bord parce que évidemment la technologie n'est pas toujours au rendez-vous quand on veut faire quelque chose de cohérent. Donc je vais essayer de m'en sortir du mieux que je peux avec cet outil. Alors, on est parti. Donc, comme Madame François a expliqué, donc je m'appelle Laurence Moreau, je suis la responsable de la société CRPP Coaching. Je suis donc coach professionnel certifié. Je suis également formatrice en entreprise et je suis, alors, comme vous le voyez sur le côté, je suis belge d'origine. Vous allez très très vite l'entendre à l'accent et puis à quelques petites expressions certainement qui vont échapper à ma vigilance et qui vont me brûler mes origines. Et donc, en effet, je suis arrivée ici il y a 3 ans, 4 ans maintenant, ça fait 4 ans au mois de juillet. Et je me suis installée suite à un coup de cœur dans la région et j'ai vraiment voulu m'intégrer dans le paysage économique de mon lieu d'acceptation maintenant. Et je suis donc co-responsable du groupement Femmes de Creuse en Marche qui intervient pour rassembler des femmes entrepreneurs en Creuse. Je suis membre active également du bureau EMCC Limousin. Donc EMCC, c'est une fédération de coachs professionnels en France. Et mon cœur business, en fait, c'est que je suis experte en coaching de management QE Pro. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai deviner à la fin ce que c'est, découvrir à la fin ce que c'est. Et en gestion des émotions et du stress. Alors, qu'est-ce que c'est RPP Coaching et quelles sont les expertises que je peux mettre au service et des particuliers et des entreprises? J'interviens dans ce qu'on appelle du business coaching. Du business coaching, c'est quoi? C'est que je suis là pour aider les chefs d'entreprise, les entreprises à pouvoir voir les choses différemment. Le coaching, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet en fait de pouvoir chercher non pas le pourquoi les choses apparaissent, mais comment on va faire pour qu'au final, la problématique que l'on rencontre n'en soit plus une, ou en tout cas qu'elle ne se reproduise plus. Donc, c'est vraiment une autre manière d'aborder les Non, il a dit quoi? Attention au micro, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Merci. Avec un enfant derrière. Voilà, merci de couper le micro. Alors, donc, le coaching du chef d'entreprise, c'est vraiment un accompagnement spécifique pour les chefs d'entreprise qui voudraient pouvoir régler des problématiques liées soit à leur fonctionnement, soit à des problématiques personnelles également. J'interviens dans la communication et le management et j'accompagne également les chefs d'entreprise ou les entreprises et les salariés également aussi dans les changements qui peuvent intervenir au sein d'une structure. Au niveau de la formation, je propose des formations intra ou inter-entreprises. Je propose des ateliers, des workshops, des cénacles, des séminaires et des incentives, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'étranger. Et également, j'interviens pour la gestion des émotions dans la partie développement du management QE Pro, le développement du potentiel personnel des personnes que je rencontre et de la libération émotionnelle, puisqu'on va voir justement l'importance des émotions dans toute cette présentation. Alors, avant d'aller plus loin, je vais en effet vous faire participer à un sondage pour vous demander votre avis et ce que vous connaissez des émotions et de comment vous concevez les émotions dans le domaine de l'entreprise. Alors, je vais donc lancer le premier sondage et hop, voilà. Et je vous laisse y répondre.
C'est parfait, ça évolue. Encore 30% de personnes qui doivent voter. Attention, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Mettez bien vos micros, s'il vous plaît. Voilà, il y a 78% de participation. Je vous laisse encore une petite dizaine de secondes pour ne pas perdre trop de temps dans le planning. Attention, ça va être comme dans Top Chef. Dans 3 secondes, on ne touche plus à rien, on lève les mains. Attention, 3, 2, 1, c'est fini. Et donc, voici les résultats de notre sondage. Donc, je vous demandais dans ce sondage, quelle était pour vous la place des émotions en entreprise? Donc, pour 49% d'entre vous, elles sont primordiales au bon fonctionnement de l'entreprise. Pour 55%, elles sont importantes, mais il ne faut pas qu'elles interfèrent dans le fonctionnement de l'entreprise. 4%, elles peuvent être prises en compte, mais pour les relations humaines uniquement. Bon, ok, elles peuvent être exprimées, mais pas trop. On a 0% de réponse. Et il ne faut pas pousser, elles doivent rester à la porte de l'entreprise. Pas d'interaction entre le monde privé et le professionnel. On a 3% pour cette question. À la question 2, dans votre entreprise ou activité professionnelle, comment les intégrez-vous au quotidien? Donc 44% d'entre vous sont très à l'écoute de collaborateurs et nous avons des groupes de discussion. 26% sont prêts à les intégrer mais ne savent pas la marche à suivre. 29% n'ont aucune action qui est mise en place à ce sujet. Et pour 4% d'entre vous, c'est un sujet tabou. Alors, vous voyez que les émotions dans l'entreprise, c'est on va dire que c'est un sujet vraiment qui peut être important. Pourquoi? Parce qu'on nous demande, dans nos entreprises, la plupart du temps, on nous demande de contrôler nos émotions. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à gérer pour un manager, pour un chef d'entreprise, pour un chef de service. Et donc, on nous demande de les contrôler. On nous demande en tout cas que ça n'interfère pas trop au niveau du fonctionnement de l'entreprise. Alors qu'en règle générale, ça fonctionne comme ça. On a la pression, on a quelqu'un qui nous demande de faire des choses qui sont peut-être hors de nos compétences, ou en tout cas, peut-être pas au moment où nous, on a la capacité de le faire. Et donc, on doit jongler en permanence entre je me respecte et je respecte mes émotions, mais j'essaye de pouvoir quand même travailler selon les niveaux d'exigence de mes patrons ou de mes salariés, évidemment aussi par rapport aux patrons, comment ils s'adaptent. Alors, on parle souvent de l'intégration des émotions dans le monde de l'entreprise, on parle souvent d'intelligence émotionnelle. Je vois beaucoup de séminaires ou de formations à ce niveau-là. Mais par contre, je me suis rendu compte, en regardant d'autres conférences, qu'on revenait très rarement sur ce que c'était une émotion. Et donc, j'ai pris l'option de pouvoir vraiment repartir de la base avec vous, c'est-à-dire vous réexpliquer ce que c'est une émotion, à quoi ça sert, quels sont leurs rôles et comment elles peuvent interférer dans notre vie, que ce soit notre vie de tous les jours ou notre vie professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'une émotion? Il faut savoir qu'une émotion, si on lit la définition du dictionnaire, en fait, c'est une réaction affective, transitoire, d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement.
Ça, c'est la définition du Larousse. Mais quand on nous donne cette définition-là, on n'est pas beaucoup plus avancé. Ce n'est pas très clair, c'est nébuleux et c'est surtout très abstrait. Alors, allons voir du côté des Grecs anciens et de notre copain Aristote. Qu'est-ce qu'il nous disait? Que l'émotion, c'est tout sentiment qui change l'homme, avec un grand H, en l'entraînant à modifier son jugement ou son comportement, mais qui sont accompagnés par la souffrance ou le plaisir également. Donc, ça devient déjà un peu plus personnel, ça devient déjà quelque chose de plus concret. On commence à voir un côté humain à cette notion d'émotion. La définition qui, pour moi, me parle et que je donne le plus souvent, c'est celle-ci. C'est une énergie qui se crée au sein de notre esprit par la conjonction de différentes causes et conditions. L'intensité de l'émotion, sa force et son importance sont en rapport avec le vécu de chacun. Nous sommes tous composés des mêmes émotions, mais on ne les exprime pas de la même façon, on ne les accueille pas de la même façon et on ne les gère pas de la même façon. C'est ce qu'on va voir ensemble ici aujourd'hui, comment nous pouvons apprendre à mieux gérer nos émotions. Alors, les émotions, il faut savoir que nous avons 4 émotions de base, qui sont les émotions ce qu'on appelle primaires. Donc, je vous présente joie, je vous présente colère, peur et tristesse. Pour les personnes qui ont des enfants ou qui sont des grands-enfants, vous reconnaîtrez les personnages du dessin animé Pixar Vice-Versa. Si vous ne l'avez jamais vu, honnêtement, je vous conseille de le regarder parce que c'est vraiment une mine d'or pour apprendre à comprendre et à accepter nos émotions. Alors, joie, colère, peur, tristesse, voici les 4 émotions de base qui nous composent toutes et tous. Mais en fait, à quoi ça sert une émotion et comment ça peut interférer dans ma vie de tous les jours? Il faut savoir que les émotions, en fait, c'est quelque chose qu'on nous a peu ou pas appris à accepter. On nous demande très souvent de les réprimer. Quand on est petit, on nous a très souvent dit, mais il ne faut pas pleurer, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas avoir peur. Et être joyeux, bah, pas trop quand même, parce que sinon on va déranger un peu le monde autour de nous. Donc ici, c'est de comprendre vraiment ce que c'est l'émotion. Donc, je vous propose une toute petite animation qui sera beaucoup plus parlante que tous les grands mots. Voilà, donc comme vous le voyez, 4 émotions de base qui ont toutes un rôle, qui ont toutes un besoin et qui en fait composent notre identité et qui composent notre état émotionnel. Alors, quels sont les 4 éléments importants qui interviennent dans la connaissance d'une émotion? On a d'abord le stimulus. Le stimulus, c'est ce qui va provoquer l'apparition de l'émotion. Dans le cadre de joie, qu'on voit ici, le stimulus, c'est la satisfaction, c'est le plaisir, c'est le fait de vivre une situation agréable. La réponse, on l'a vu dans le film, en fait, quand on est joyeux, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir le partager. Si vous avez été voir un super film au cinéma, vous n'aurez pas de droit d'auteur. Pourtant, vous allez essayer d'en parler autour de vous. Vous allez dire à plein de gens, allez le voir, c'est génial. Vous avez acheté une nouvelle voiture, vous en êtes super content. Vous allez aller la montrer à vos copains. Vous allez faire la promotion de cette voiture. Pourtant, le garage ne va pas vous payer, vous offrir votre prochain entretien pour la cause. Donc, c'est vraiment le besoin de partage sans concession et vraiment à tout va. Qu'est-ce qu'on a à poser comme question quand on est face à quelqu'un qui est joyeux? On a envie de lui dire, mais vas-y, raconte, amplifie-moi, j'ai envie de partager cette joie avec toi, j'ai envie de mieux comprendre
Et donc, explique-moi ce qui te met autant en joie. Et l'opportunité de croissance qui se trouve derrière la joie, c'est le fait de pouvoir accéder à une énergie supérieure et à la créativité. On n'est jamais aussi créatif que quand on est avec la possibilité de pouvoir laisser exprimer sa joie et notre intensité de bonne humeur. Alors, colère. La colère, en général, elle fait peur. C'est une émotion qu'on n'aime pas. C'est une émotion avec laquelle on n'est pas à l'aise parce que il y a toujours ce côté, qu'est-ce que je fais quand je suis face à quelqu'un qui se met en colère? Et pourtant, la colère, elle a aussi des avantages. Elle permet de pouvoir amener à des situations parfois de changement. Donc, on va le voir. Qu'est-ce qui nous met en colère? C'est quoi le stimulus qui va nous mettre en colère? Ça peut être de l'incompréhension, de l'irrespect, une agression et l'atteinte de mes limites et de ma place. Ça veut dire que je considère à un moment donné que les limites que j'ai posées sont dépassées. Je considère à un moment donné que la place que j'occupe n'est pas la bonne. Et donc, c'est important de pouvoir identifier à quel moment je me mets en colère. Mon besoin, quand j'ai vraiment cette colère qui arrive, c'est que j'ai un besoin d'être entendu. J'ai besoin de reposer les limites et de dire, voilà, ma limite, c'est ça. Je n'accepte pas qu'on la dépasse. Et c'est important de pouvoir m'affirmer. À la question que je vais me poser quand je me mets en colère, c'est quelle limite a-t-on dépassé? Qu'est-ce qui m'a mis en désaccord par rapport à la personne? Mais surtout, qu'est-ce que j'aimerais changer? Vous avez vu dans la vidéo que colère, en fait, c'est l'émotion qui amène au changement. C'est l'émotion qui est là quand vous avez le choix de pouvoir intervenir sur la situation et que vous voulez faire changer les choses. Si la situation ne vous convient pas, vous avez le choix de pouvoir la modifier ou de faire de vous changer votre comportement pour que la situation se modifie par après. L'opportunité de croissance de colère, c'est en effet passer à l'action, c'est de pouvoir exister, c'est de pouvoir vous affirmer pour vous repositionner dans la posture qui vous convient le mieux. Alors, je vous présente peur. Peur, c'est une émotion qui est assez étrange parce qu'en fait, elle ne se manifeste pas toujours de la même façon chez tout le monde. Et donc, le stimulus de peur, c'est qu'on est face à un sentiment d'insécurité. On est en présence d'un danger réel ou imaginaire ou d'un risque. Pour information, il faut savoir que 90% de nos peurs sont totalement irrationnelles et projectives. C'est-à-dire qu'on imagine que potentiellement il pourrait arriver ça, et donc on va avoir peur. Donc on est en train de se mettre dans un état de peur pour une chose qui potentiellement n'arrivera jamais. Mais ça, c'est l'être humain dans toute sa splendeur, et on est vraiment quasiment tous à la même enseigne à ce niveau-là. La réponse de peur, de quoi peur a-t-il besoin? Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être mis en confiance, il a besoin de protection. Si vous dites à quelqu'un qui a peur, mais n'aie pas peur, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer. La personne, elle ne va pas avoir moins peur pour la cause. Elle doit vraiment pouvoir sentir que sa peur est entendue et que surtout, il y a une possibilité de se mettre en sécurité. La peur, c'est l'émotion de la survie. C'est ce qui nous permet, quand on a une voiture qui arrive en face, qu'on est au milieu de la route, c'est ce qui nous permet de bouger. On ne va pas se mettre en colère sur la voiture qui arrive, on ne va pas sauter de joie non plus, parce qu'une voiture vous fonce dessus. C'est à ce moment-là que vous allez vous bouger, plus ou moins rapidement, pour vous mettre en sécurité. La question à se poser, c'est quel est le risque, quel est le danger et qu'allez-vous faire pour vous mettre en sécurité? Surtout, quelle est l'action que vous allez faire pour me sécuriser? L'opportunité de croissance de peur, en fait, ça permet de renforcer ma confiance en moi. Si je suis en capacité de me mettre en sécurité, je me rends compte que je peux mettre vraiment ma confiance dans la personne que je suis. Et pareil, si je peux sécuriser les gens avec qui je travaille, ou mes proches, ou ma famille. Donc peur, c'est vraiment la notion de sécurité dans sa globalité. Et puis voici tristesse. Tristesse, en général, celle-là, on ne l'aime pas. On n'aime pas pleurer. Alors les hypersensibles, je vous fais un grand coucou parce que c'est vrai que on a énormément de difficultés très souvent à gérer tristesse.
C'est une émotion face à laquelle on est totalement démuni. Quand il y a quelqu'un en face de nous qui pleure, on ne sait pas quoi faire, on est perdu. Et en général, on a très difficile de trouver la bonne action envers la personne qui est en train de pleurer. Pourquoi est-ce que cette personne pleure? Simplement parce qu'elle a perdu un statut, elle a perdu une illusion, ou elle a perdu un être cher, ou elle a perdu quelque chose de physique, donc un objet ou quelque chose de physique. C'est peut-être lié à une séparation, un deuil ou un changement, parce que qui dit changement d'état. Je perds l'état actuel pour arriver à un autre état. La perte d'illusion, c'est aussi je pensais que. Rappelez-vous le nombre de fois où ça vous est déjà arrivé de dire ah oui, mais tout compte fait, je croyais que il n'est pas ou elle n'est pas celui que je croyais. Et en fait, ça nous rend très tristes parce qu'on avait cru que, et au final, non, on se rend compte qu'on a perdu un statut, on a perdu une illusion. La réponse de tristesse quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est triste, surtout ne lui dites pas arrête de pleurer, ça ne sert à rien, ou arrête de pleurer, de toute façon, ça ne va pas changer la situation. La personne, elle a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être recentrée et elle a besoin de trouver du sens à ce qui se passe. Quand on est confronté à un deuil, c'est en général la chose qui fait qu'on va arriver à faire son deuil, c'est d'arriver à trouver un sens à la situation, trouver un sens à ce qui s'est passé. Tristesse, elle a besoin de réconfort, elle a besoin de se sentir encadrée, elle a besoin d'appartenance. Quelle question est-ce que je vais me poser? C'est auprès de qui est-ce que je vais aller trouver ce réconfort? Ou qu'est-ce que j'ai perdu? Pourquoi est-ce que je suis si triste pour le moment? Alors, l'opportunité de croissance de tristesse, elle est énorme. Tristesse, en fait, ça permet d'accéder à plus d'ouverture à soi et aux autres. Ça permet d'arriver à mieux se comprendre, mais surtout tristesse, si elle est bleue, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est la couleur de l'eau. Tristesse, c'est l'émotion qui vous nettoie. Repensez au nombre de fois où vous avez été triste dans votre vie, à ces litres de larmes que vous avez laissé couler. Alors oui, sur le moment même, on n'est pas bien, on est fatigué, on ressemble à un panda tellement on a le maquillage qui coule ou les yeux tout rouges. Et au final, qu'est-ce qu'on va mieux après? Une fois qu'on a laissé cette libération émotionnelle nous dégager de toute cette tristesse et de toute cette perte d'illusion, on se sent mieux et on est prêt à pouvoir passer à autre chose et à un autre statut. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur les émotions parce que ça me semblait logique et cohérent avant de pouvoir expliquer le rôle au sein de l'entreprise, de pouvoir rappeler le rôle dans notre vie de tous les jours. Alors, je l'ai dit, les émotions, elles sont en lien avec nos besoins. Ça veut dire que si on reprend la pyramide d'Abraham Maslow, qui est la pyramide des besoins, tout être humain a des besoins qui sont hiérarchisés, qui sont les besoins physiologiques, donc les besoins tels que manger, boire, dormir, respirer, nos besoins de sécurité, qui sont les besoins qui nous permettent de pouvoir en effet avoir un toit, avoir une maison, avoir un travail, avoir de l'argent, tout ce qui peut nous sécuriser. Le besoin d'appartenance, le besoin de vivre en communauté, le besoin de pouvoir avoir des liens sociaux, de créer une famille, de pouvoir être en couple. Le besoin d'estime de soi, c'est comment je me perçois, quelle est l'image que j'ai de moi à l'heure actuelle et comment je me rends compte que les autres me perçoivent. Et le besoin d'accomplissement, bien évidemment, c'est quoi mon but ultime dans ma vie? Vers quoi je tends et qu'est-ce qui m'anime dans ma vie de tous les jours? Bien évidemment, vous vous rendez compte quand je vous explique cela que dans la situation qu'on vit pour l'instant avec la crise sanitaire, avec le Covid, tous nos besoins sont mis à mal. Donc, au niveau émotionnel, on est dans un espèce de gros marasme, un peu comme si on avait pris nos 4 copines, là, qu'on les avait mis dans une marmite à pression, qu'on avait bien serré le couvercle au-dessus. Et en fait, c'est une espèce de sarabande dans cette marmite à pression qui ne demande qu'à exploser à tout moment. Pourquoi? Parce que nos besoins sont totalement bafoués et quasiment tous les besoins, tous les niveaux de besoins de la pyramide de Maslow sont pour l'instant totalement inassouvis chez la plupart d'entre nous. Et qu'est-ce qui se passe quand nos besoins ne sont pas pris en compte? Eh bien, en fait, c'est le pétage de plomb. C'est à ce moment-là que colère s'exprime ou que la tristesse va arriver et qu'on peut avoir parfois des personnes qui arrivent à des situations vraiment très, très, très extrêmes dans la situation actuelle. Alors, petit exercice collectif, je vais vous demander en fait
savez-vous parler l'émotion? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle d'émotion, on est face à un dialogue, on est face surtout à un lexique. Chaque émotion, je vous l'avais vu, a son identité propre, chaque émotion a son action propre, et donc le vocabulaire est hyper important quand on parle d'émotion. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir vous faire travailler en groupe. Alors, ça va prendre quelques secondes parce qu'au départ, je voulais préparer les groupes à l'avance, mais j'ai eu un petit souci technique. Je n'ai pas réussi à intégrer les adresses mail, donc je vais le faire en direct avec vous. Et donc, le temps de pouvoir vous mettre dans des salles, je vais déjà vous donner les consignes de l'exercice, comme ça, ce sera plus facile. Ce que je vais vous demander, en fait, c'est voilà. Vous avez un tableau qui reprend les 4 émotions de base, joie, peur, colère, tristesse, et vous avez 3 niveaux, le niveau faible, le niveau moyen et le niveau fort. Et vous avez une liste de mots que je vous ai mis sur le côté. Et ce que je vous propose, en fait, c'est de pouvoir, en travaillant à plusieurs, essayer de remettre les bons mots dans les bonnes cases en termes de vocabulaire. Donc, savoir, mécontent, à quelle émotion est-ce que ça correspond et où est-ce que je peux le caser sur ce schéma. Malheureusement, en voulant faire un exercice, je me rends compte en direct avec vous que quand je vous mets dans les groupes, en fait, vous n'avez pas accès au diaporama. Donc malheureusement, ce que je voulais faire, vous faire participer en groupe, ce n'est pas possible. Donc, tant pis, on s'adapte. C'est ça aussi la gestion des émotions et du stress. Et je vais vous proposer de faire l'exercice alors individuellement. Et je vous donne toujours voilà, 6-7 minutes pour essayer de mettre les bons mots dans la bonne case. Laurence, pardonnez-moi. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Laurence. Bonsoir. Du coup, nous étions là en train de faire connaissance avec le groupe, mais on a eu 43 secondes du coup pour faire connaissance et en fait, ça nous a, du moins pour ma part, ça m'a éjecté de la salle. En fait, c'est moi qui ai mis fin à la salle parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand je vous mettais dans les salles, en fait, vous n'aviez plus accès au diaporama. Oui, d'accord. Vous n'aviez plus la vision de l'exercice. Donc, voilà, je n'avais pas encore testé ce genre d'exercice en direct et ça s'appelle gestion des émotions en live. Et donc, quelle est l'émotion que vous avez ressentie en vous sentant éjecté du groupe? La surprise et la frustration, du coup. C'est pour dire que derrière l'exercice, il y a un autre exercice de se dire mais comment je vis le fait que l'exercice ne fonctionne pas. Vous voyez comment on retombe sur ses pattes. Donc voilà, je vous laisse travailler quelques minutes pour que vous puissiez vous familiariser avec l'exercice. Donc, n'oubliez pas malheureusement de refermer les micros pour ceux qui les avaient activés le temps de travailler en groupe parce que fatalement, on n'en a plus besoin.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai avec plaisir également. Donc, je vais vous laisser encore 2-3 minutes pour pouvoir compléter le tableau. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde si je vous donne la réponse? Donc, pour que ce soit plus facile pour moi de le savoir, ben, vous pouvez mettre un pouce. Voilà, super. Il y en a qui connaissent le principe de Zoom. Donc, n'hésitez pas à mettre les pouces sur vos profils. Comme ça, je vois que tout le monde a terminé, ou en tout cas a bien avancé. Oh mon Dieu. Alors, donc attention qu'il y a encore des micros qui sont allumés. Il y a une personne qui a son micro qui est ouvert. Attention, s'il vous plaît, de pouvoir le fermer. Alors, je vais donc vous présenter la bonne réponse. Voici à quoi correspond le tableau final. Donc, je vous laisse quelques secondes le temps de comparer avec vos réponses. Voir si cela correspond à ce que vous aviez mis. Alors, comme on n'a pas pu échanger dans les différentes salles, ce que je vous propose, c'est peut-être dans le chat de mettre quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cet exercice et ou si votre réponse est assez proche de ce que je viens de vous afficher sur le tableau. Alors, attention qu'il y a encore une personne qui a son micro allumé. S'il vous plaît, vraiment faites attention de pouvoir... Voilà, difficulté directement à classer des adjectifs dans certaines émotions, en effet. Différence de degré dans ma classification. Réponse proche, nuance peu évidente entre peur et colère, tout à fait. Alors, le degré est compliqué.
En effet, vous vous rendez compte à quel point le vocabulaire est important et à quel point c'est difficile de pouvoir se projeter dans une émotion plutôt que dans une autre, déjà en se disant qu'on a des difficultés à pouvoir les nommer et à pouvoir réellement leur donner leur degré d'importance dans notre vécu au moment où cette émotion arrive. Alors, quel est maintenant l'intérêt et l'impact des émotions dans le monde de l'entreprise? On y arrive. Les avantages de prendre en compte nos émotions sur notre lieu de travail fait qu'on a la possibilité de pouvoir se respecter et de respecter nos besoins. On va obtenir une meilleure cohésion d'équipe, bien évidemment, puisque ça nous permet d'apprendre à respecter l'autre, à pouvoir apprendre à comprendre ce que l'autre ressent. Ça va nous donner aussi la capacité de s'affirmer positivement et de résoudre des problèmes et de les résoudre ensemble, et de les résoudre peut-être avec une autre vision des choses. Ça va nous apporter une communication positive parce qu'on va mettre en place une écoute active et de l'assertivité. L'écoute active, c'est vraiment de se dire je vais aller plus loin que simplement écouter ce que la personne me dit, je vais essayer de comprendre réellement l'état d'esprit dans lequel il ou elle se trouve. Et l'écoute assertive, évidemment, c'est de pouvoir arriver à trouver cet équilibre entre ce dont moi j'ai besoin, ce que la personne exprime comme besoin également, et de trouver ce fameux niveau gagnant-gagnant. Ça va également augmenter votre motivation et votre implication ou celle de vos collaborateurs, puisqu'ils ont la possibilité de pouvoir s'exprimer, ils ont la possibilité de se sentir écoutés et de se sentir respectés. Donc, fatalement, on va augmenter leur motivation et leur bien-être au travail, ce qui va apporter à l'entreprise moins d'absentéisme, bien évidemment. Alors, rappel, on vient de le voir, les émotions, elles font partie intégrante de nous-mêmes, elles nous accompagnent toute la journée, ce sont nos alliés et ce sont nos signaux d'alarme, un peu comme si à un moment donné, vous rouliez sur une route et que vous voyez que vous arrivez dans un grand virage. Vous avez trois options. S'il y a un panneau qui vous annonce virage dangereux, soit de vous continuer votre petite route pépère en se disant ben, on verra bien ce qui va se passer, soit de vous aimer le risque et vous accélérer, soit vous vous dites, moi je suis quelqu'un de prudent, je préfère décélérer, comme ça je vais prendre mon virage tout en douceur. Les émotions, elles sont là pour ça aussi, pour qu'on puisse être à l'écoute et se dire quel est le danger qui va arriver maintenant si je n'écoute pas mon émotion dans mon lieu de travail ou dans ma vie professionnelle. Les émotions, alors on parle toujours de contrôler nos émotions ou de gérer nos émotions. Moi, j'aime bien le terme qui est plutôt de pouvoir les accueillir et de pouvoir les apprivoiser. C'est comment je peux intégrer cette émotion dans ma compréhension et comment je vais faire pour pouvoir l'utiliser à mon avantage et à l'avantage de la situation que je veux pouvoir arriver à être optimale. Et donc, pour être géré et non contrôlé. Sinon, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à ce genre de situation au boulot. Alors, c'est vrai qu'on est plus sur une image très, très moderne, mais je trouve qu'elle est tellement parlante. Et pour l'instant, de nouveau, je reviens à la situation actuelle. Ce pétage de plomb, ce côté où c'est plus possible, c'est plus gérable, il est important de se rendre compte qu'en fait, on est parfois très, très près de cette implosion sur le monde, dans le domaine professionnel. Alors, qui dit émotion dit intelligence émotionnelle. C'est peut-être un concept dont vous avez déjà entendu parler. C'est quelque chose dont on parle beaucoup à l'heure actuelle dans les entreprises, dans les formations. Et je voulais ici pouvoir vous expliquer ce que c'est l'intelligence émotionnelle et comment elle peut être au service de votre entreprise et de vous-même et de vos collaborateurs. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est un concept qui découle des travaux des psychologues John Mayer et Peter Salovey en 1990. Daniel Goleman, qui est psychologue et journaliste scientifique, s'est inspiré de leurs travaux et a écrit un livre qui est maintenant une Bible qui s'appelle L'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que ce modèle décrit en fait? Il nous décrit et il met en avant l'utilité et la puissance de nos émotions, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à ressentir, à comprendre, à décoder et à réguler nos émotions. On va parler de quotient émotionnel et en comparaison avec le quotient intellectuel. Donc, quand je vous disais tout à l'heure QE Pro,
on est sur le quotient émotionnel professionnel. Je vais vous expliquer juste après en quoi ça consiste. Donc, le quotient intellectuel, c'est une mesure de vos connaissances intellectuelles. C'est un test qui est en général réalisé sur la réponse elle est bonne et la réponse elle est mauvaise. Donc, on est bien sur un test de compétence. Le quotient émotionnel, c'est pareil. Il se calcule sur un test de compétence. Et c'est une base indispensable pour être résilient et s'adapter aux différentes situations de la vie professionnelle et personnelle. Et là aussi, la résilience, on en entend parler, c'est un terme qu'on utilise à tout va, qu'on utilise très souvent. Et donc, avant d'aller plus loin, je voulais vous refaire un petit rappel de ce que c'est la résilience. La résilience, c'est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne plus ou ne pas vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. En français et en clair, ça veut dire quoi? C'est comment on va rebondir suite à un problème vraiment important. C'est comment cette petite plante que vous voyez là, ou comment cet arbre qui a été coupé très très court, va décider de pouvoir redémarrer. C'est un petit peu comme, je vais dire, pour les personnes de notre génération, c'est comme dans Jurassic Park quand on nous disait la vie trouve toujours son chemin. C'est ça la résilience, c'est comment je vais aller contrer la situation de stress ou la situation de traumatisme pour pouvoir arriver à rebondir. Le fait d'être résilient dans une entreprise et principalement dans la vie de tous les jours aussi, ça permet quoi? Ça permet de pouvoir apprivoiser la certitude. Vous serez d'accord avec moi que pour l'instant, la certitude, c'est notre nouveau mode de fonctionnement. On ne sait pas où on va. Ce qu'on nous dit le matin est totalement différent de ce qu'on nous dit à midi et de ce qu'on nous dit le soir. Personne ne peut à l'heure actuelle se projeter. C'est impossible. On navigue à vue, tous autant qu'on est, peu importe le niveau hiérarchique qu'on a. Le fait d'avoir cette résilience, le fait d'avoir cette envie de s'en sortir à un moment donné, va nous permettre de se dire, ok, oui, on est dans de l'incertitude, mais soit on se replie sur soi-même et on meurt à petit feu, soit on décide que d'une manière ou d'une autre, je m'en sortirai. L'entraînement est plus efficace que la planification de crise. Ça veut dire que, bien sûr, si c'est déjà arrivé, eh bien, on sait qu'on va pouvoir le reproduire. Planifier une situation de crise, bien évidemment, c'est important. Mais qui dit situation de crise dit on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, dans la planification de ce qui va arriver, il y a un nombre total, enfin, un nombre énorme, pardon, d'inconnus. Donc, le fait de pouvoir se baser sur notre expérience et sur ce que l'on a déjà vécu avant, va pouvoir nous permettre de mieux appréhender ce qui va arriver. La diversité, qui est un facteur de protection, bien évidemment, plus on va pouvoir aller à la rencontre des autres et plus on va pouvoir échanger avec les autres sur nos manières de pouvoir gérer une situation, plus on va trouver la solution qui nous convient. Le lien social qui est nécessaire pour la résilience, mais bien évidemment, on se rend bien compte à l'heure actuelle que le lien social, c'est ce qui nous manque à tous, du nourrisson jusqu'à la personne la plus âgée. On est pour l'instant privé quasiment de ce lien social à tous les niveaux et c'est ce qui nous manque. Alors, comment voulez-vous que les personnes qui sont en situation d'isolement total aient cette résilience et la possibilité de pouvoir avoir envie de s'en sortir? Les entreprises, c'est pareil. Si vous êtes dans une entreprise où en fait, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de lien et il n'y a pas de communication, mais clairement, on est dans une situation de résilience qui va être très, très, très complexe à mettre en place. Les émotions sont un atout pour s'adapter à toute nouvelle situation. On vient de le voir précédemment en fonction du besoin de chaque émotion. Donner du sens permet de mieux traverser les crises. J'en ai parlé avec la tristesse notamment. L'autonomie accroît le capital de résilience d'une équipe. Plus vous mettez une équipe dans un cadre, plus vous lui donnez des limites strictes, moins vous lui laissez prendre sa puissance et son autonomie, moins vous aurez de réussite. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de pouvoir avoir sa créativité qui va également se libérer quand il est autonome. Alors, ce qu'on appelle les toxic handlers, c'est les tuteurs de résilience, sont la clé d'une équipe résiliente. Les tuteurs de résilience, c'est quoi? Ce sont ces personnes qui ont rencontré des traumatismes, qui ont rencontré des situations compliquées, qui ont réussi à pouvoir passer au-dessus et qui donc vont partager leur expérience avec leurs semblables, avec leurs collègues, avec leurs salariés, pour pouvoir leur expliquer que oui, ça a été difficile, oui, ça a été quelque chose de très, très compliqué à gérer, mais qu'au final, ils s'en sont sortis. Et ce sont ces exemples de positivisme
qui, dans les managers, sont vraiment importants et dans les équipes sont vraiment importantes aussi à mettre en place. On l'a dit, permettre de concilier crise et innovation. À chaque fois qu'il y a eu une crise dans l'évolution humaine, c'est à ce moment-là que sont arrivées de nouvelles innovations, c'est à ce moment-là que sont arrivées de nouvelles créations, sont arrivées des découvertes qu'on a pu pouvoir mettre en évidence par après. Et la résilience constitue un moteur pour certains profils d'entrepreneurs, bien évidemment. Si un entrepreneur n'est pas résilient, évidemment qu'il va être en difficulté dès qu'il va rencontrer une situation problématique dans sa gestion de son entreprise. Donc, clairement, la résilience, ça fait partie du profil entrepreneurial. Alors, intelligence émotionnelle, je vous en ai parlé. On a évidemment un concept. Ce concept, il est basé sur 5 piliers. Les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle, ce sont la conscience de soi et la capacité à comprendre nos émotions, la maîtrise de soi, ou ce qu'on appelle l'autorégulation, notre motivation interne, l'empathie que l'on peut recevoir et les aptitudes sociales. Tout ça, ça compose l'intelligence émotionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspondent ces 5 éléments? Voici la réponse. Alors, donc, pardon, excusez-moi, j'ai été trop vite. Donc, les aptitudes sociales, qu'est-ce que c'est? C'est l'influence que l'on peut avoir ou que les gens peuvent avoir sur nous. C'est la communication, c'est le sens de la médiation, c'est le leadership, c'est la gestion des changements, la construction des liens, le sens de la collaboration, la capacité à mobiliser une équipe. Ce sont toutes ces aptitudes que l'on va avoir quand on est en groupe. C'est comment je me comporte quand je suis face à quelqu'un, face à un groupe, face à une personne, 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, peu importe, comment je vais arriver à mettre mes compétences au service de ce groupe. La conscience de soi, c'est ma conscience émotionnelle, on vient de le voir. Quelle émotion pour l'instant est en train de m'arriver? Je suis face à un gros projet que je dois rentrer, je suis en retard, je n'arrive pas à pouvoir clôturer ce dossier. Je dois pouvoir me mettre en conscience émotionnelle. Quelle est l'émotion à ce moment-là qui intervient? Est-ce que j'ai peur parce que je ne vais pas savoir être à la hauteur des attentes de mon patron? Est-ce que je suis en colère contre moi ou contre mon patron parce qu'en fait, ce qu'il m'a demandé, c'était ingérable? Ou est-ce que je suis triste parce qu'en fait, j'ai peur que si je ne réussis pas mon projet, en fait, il ne m'aime plus et que peut-être je vais perdre son respect. Mon auto-évaluation précise et la confiance que je peux avoir de moi. La maîtrise de soi, c'est le contrôle de soi, c'est la fiabilité, c'est ma conscience professionnelle, c'est mon adaptabilité et c'est ma capacité à accepter ou à mettre en place l'innovation. La motivation, c'est donc l'exigence de la perfection, mon engagement, l'initiative que je peux prendre et l'optimisme que je peux dégager au quotidien. Bien sûr que si je ne suis pas optimiste, ça va être très compliqué de pouvoir être motivé pour aller travailler tous les jours. Et l'empathie, cette fameuse empathie, qui n'est donc pas je saute dans le trou avec toi et donc je ne me mets pas à la place de l'autre, mais j'essaye de comprendre comment l'autre fonctionne pour pouvoir mieux lui apporter mon aide. Donc c'est une compréhension des autres, c'est la passion que j'ai du service à rendre aux autres, c'est l'enrichissement que je peux apporter aux autres par mon expérience, par mon vécu et par la capacité que j'ai à les aider. C'est l'exploitation de la diversité, donc le fait de vouloir aller à la rencontre des personnes qui sont totalement différentes de moi, et c'est ma sensibilité. C'est tout ça, en fait, ces 5 éléments-là sont les 25 compétences émotionnelles qui correspondent à l'intelligence émotionnelle. C'est bien beau l'intelligence émotionnelle, voilà, je viens de vous donner la théorie, mais en fait, comment ça fonctionne? À quoi ça sert? Comment je peux savoir si oui ou non je suis intelligent émotionnellement? Alors, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité à s'adapter à toute nouvelle situation. Pourquoi est-ce que je vous ai mis une pieuvre sur le diapo? Simplement parce que la pieuvre, c'est un animal qui est hyper intelligent, c'est un animal qui est très évolué, mais c'est un animal aussi qui doit apprendre à se débrouiller tout seul, directement à la naissance. Quand maman pieuvre met ses jeunes au monde, en fait, elle leur donne la vie et puis en fait, elle s'en va et elle leur dit débrouillez-vous tout seul, apprentissage, essai, erreur, si tu rates, tu meurs. En gros, c'est ça. Donc, fatalement, quand je me retrouve à devoir apprendre des nouvelles choses,
C'est important de pouvoir aussi me baser sur mes acquis. Donc, la pieuvre aussi, je l'ai mis pourquoi? Parce que si vous regardez des documentaires sur la pieuvre est un animal qui exprime ses émotions. Quand elle a peur, elle crache de l'encre et elle recule. Par contre, elle peut aussi changer de couleur simplement parce qu'elle est en colère. Mettez une pieuvre face à une moule dans un bocal, fermez le bocal et mettez-lui le bocal dans son aquarium. En fait, elle va vite s'énerver parce qu'elle n'arrive pas à accéder à sa nourriture et elle va devenir toute rouge. D'où colère, en fait, on lui a mis la couleur rouge. L'intelligence émotionnelle, comment ça fonctionne? La première étape de l'intelligence émotionnelle, il s'agit d'assimiler les émotions dans notre pensée. Je vous l'ai dit, 4 émotions de base, des éléments importants à savoir sur chaque émotion. D'abord, je vais assimiler le fait qu'il y a une émotion qui arrive et donc je vais pouvoir l'identifier. Ensuite, je vais la comprendre. Donc, me dire, OK, qu'est-ce que cette émotion a à me dire? Comment je vais pouvoir identifier d'où vient l'émotion qui est en train de s'exprimer. Ensuite, je vais la réguler, donc je vais manager cette émotion en me demandant quel niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au tableau que vous avez vu, est-ce que je vais la faire s'exprimer avec un niveau élevé, un niveau moyen ou un niveau faible? Clairement, si la situation n'exige pas de me mettre en rage, je n'ai aucune raison de me mettre en rage. Un simple niveau d'insatisfaction peut peut-être suffire. Et ensuite, je vais pouvoir identifier mes émotions et identifier surtout l'émotion chez les autres. Comment je vais pouvoir, avec l'expérience que j'ai acquise sur mes propres émotions et sur ma connaissance de moi, comment je vais pouvoir également aller gérer ça chez l'autre. Voilà les 4 niveaux de l'intelligence émotionnelle. Voilà comment ça fonctionne. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous les ai pas donnés dans l'ordre? Simplement parce que certaines personnes sont très facilement, sont très douées dans l'assimilation de l'émotion. OK, j'ai une émotion, je l'aperçois, et par contre, ne sont pas du tout capables de pouvoir l'identifier. D'autres sont capables de la réguler, mais ne les comprennent pas. Et là, en fait, intervient la notion d'intelligence émotionnelle dans le domaine du management et ce qu'on appelle le QE Pro. Voilà le fameux QE Pro que je voulais vous présenter. Alors, l'intelligence émotionnelle dans le management. Les responsabilités patronales nécessitent d'être conscient de ses habilités humaines, de son impact sur les autres et de nos propres points perfectibles. Le QE Pro, qu'est-ce que c'est? C'est un test d'intelligence émotionnelle pour les managers et les dirigeants d'entreprise qui a été mis en place par le docteur Christophe Hack et Elisa Wellingen de l'EM Lyon Business School. C'est un test dit de performance, comme je vous l'ai dit, c'est comme le test de QI qui permet de pouvoir mesurer la performance d'un individu dans l'exécution de tâches et dans la résolution de problèmes de nature émotionnelle. C'est un test qui est basé sur les réponses justes ou fausses, donc c'est bien un test de compétences et c'est surtout un test, qui va au-delà de l'analyse du développement simplement des compétences, de l'analyse des compétences, je vais y arriver, parce qu'il donne des axes de développement précis pour pouvoir aller au-delà. Qui dit test de compétences dit que si, en fait, à un moment donné, vous n'avez pas ces compétences, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous allez pouvoir les développer. Il y a des programmes de développement. S'il me manque telle compétence, je vais pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir accéder à ce niveau de compétence. Donc, le test, il repose sur 2 pôles de compétences qui sont les pôles de diagnostic et de tactique et sur 7 capacités émotionnelles clés. Il permet d'établir un profil précis de notre maturité émotionnelle. Il permet de dégager des pistes d'action et des objectifs de développement en cohérence avec mes besoins, mais en cohérence avec les besoins également de mon entreprise et de mettre en place différents niveaux d'accompagnement au service de la performance et du bien-être, bien évidemment, puisque l'idée, c'est de pouvoir se sentir bien dans sa propre entreprise. Alors, les 7 éléments du QE Pro, qu'est-ce que c'est? On a d'abord la recherche d'indices, l'interprétation d'indices, pardon. L'interprétation d'indices, c'est quoi? C'est comment je vais rechercher les indices forts et faibles, comment je vais chercher l'indice qui
pose un problème. Vous savez, le grain de sable dans l'engrenage, il est où? C'est quoi? Comment je peux arriver à le découvrir? Ça peut être simplement l'expression faciale, posturale, le comportement ou les tendances à l'action, les pensées ou les expériences subjectives qu'une personne va peut-être vous présenter, vous montrer dans une situation bien précise. Ensuite, pardon, voilà. On a le scan corporel. Le scan corporel, c'est quoi? C'est je vais être à l'écoute de mes sensations corporelles, mais également essayer de scanner la personne en face de moi, de voir comment je peux peut-être remarquer qu'il y a des tensions, qu'il y a un relâchement, qu'il y a une posture différente de la personne. Peut-être que son rythme cardiaque a augmenté, que je sens la petite veine là, qui palpite ici quand on voit quelqu'un qui va se mettre en colère, que la respiration commence à devenir saccadée. La personne qui a cette énergie qui commence à bouillonner à un moment donné, c'est important de pouvoir l'analyser chez soi et chez les autres, bien évidemment également. L'identification des déclencheurs, c'est quoi? C'est quels sont les déclencheurs qui font que cette émotion, elle vient là, maintenant, tout de suite, et qu'elle vient se mettre en travers de mon chemin ou qu'elle vient me dire quelque chose d'important. On a les déclencheurs centraux qui sont les besoins, les pensées, les croyances, mon état psychologique, fatalement. Si je suis bien dans ma peau, je ne vais pas du tout gérer mes émotions de la même façon ou les émotions des autres que si je suis déjà à cran. Et on a les déclencheurs périphériques qui sont l'environnement, qui sont les émotions des autres. Comment je peux gérer les émotions des personnes qui sont en face de moi. On a la chronologie émotionnelle. La chronologie émotionnelle, c'est quoi? C'est l'exercice que je vous ai fait faire tout à l'heure. C'est comment je peux mettre les bons mots sur la bonne émotion au bon moment. C'est en fait le curseur. C'est l'équivalent du potentiomètre de vos émotions. On a ensuite l'anticipation des conséquences, c'est-à-dire que comment je vais faire pour que cette émotion, est-ce que je vais garder cette émotion? Est-ce que c'est une émotion plaisante, déplaisante? Est-ce que c'est une émotion qui a un intérêt quelconque à être conservée? Si je reste en colère, est-ce que réellement ça va changer quelque chose? Ou est-ce qu'il ne faut peut-être pas que je modifie mon émotion pour pouvoir arriver à une situation beaucoup plus claire avec la personne avec qui je suis? On a ensuite la sélection de l'émotion cible. Donc, c'est de se dire, OK, je me rends compte que cette colère, elle n'est pas bonne. Qu'est-ce que je vais faire après pour pouvoir changer mon émotion, augmenter, diminuer mon émotion ou peut-être activer d'autres ressources qui font que peut-être que la colère, c'est bien, mais peut-être que je peux ajouter une autre émotion en parallèle de la colère pour que la personne en face de moi puisse mieux comprendre ce qui me pose un problème avec elle ou lui. Et au final, on a les stratégies de régulation, c'est-à-dire les 5 familles qui permettent de pouvoir réguler nos émotions par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a la situation, l'attention, l'évaluation, la manifestation et le soutien social. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait faire 1h30 sur le QE Pro. Et vraiment, ce qui est intéressant ici par rapport au QE Pro, à savoir, c'est que ces 7 éléments sont détaillés quand vous passez le test de manière très, très, très complexe. Et vous avez la possibilité de vous dire, OK, je suis expert, je suis en développement ou j'ai vraiment pas du tout cette compétence à mon actif. Et donc, avec un accompagnement, avec du coaching, avec une formation derrière, vous pouvez augmenter votre niveau dans les 7 éléments de découverte du QE Pro et donc de gestion et de maîtrise de vos émotions. Donc, en clair, pour résumer, un manager QE Pro, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est capable de réguler ses émotions. C'est quelqu'un qui va s'adapter beaucoup plus facilement au changement que quelqu'un qui n'a pas ces capacités. C'est quelqu'un qui est en mesure d'identifier ses besoins et ceux des autres, de mieux travailler en équipe, de choisir le bon canal de communication par rapport à la situation qui se présente, qui est conscient de ses capacités, mais également de ses failles et de ses points à améliorer, de se dire, OK, sur mes 7 compétences, j'en ai 5 qui sont au top, par contre, j'en ai 2 qui posent un problème. Et bien, je vais faire ce qu'il faut pour augmenter mon niveau de compétence à ce niveau-là. Qui résout les problèmes épineux avec ses collègues, puisqu'il a une autre manière de les aborder et donc une autre manière de les gérer, qui présente un rendement beaucoup plus productif, qui gère efficacement, évidemment, les conflits et son niveau de stress. C'est quelqu'un de positif, de constructif ou de créatif, même dans des situations les plus problématiques. Il gère avec succès les négociations, que ce soit dans le cadre de métiers liés à la vente ou les négociations internes
quand vous avez les évaluations ou des discussions avec vos collègues, qui favorise la communication et qui laisse les autres s'exprimer, mais qui s'exprime également de manière très claire, qui apprend et qui se développe à partir des relations qu'il construit avec les autres, qui sait influencer mais sans manipuler et qui peut guider positivement les autres. C'est ça un vrai leader. Un leader charismatique, ce n'est pas quelqu'un qui va imposer, c'est quelqu'un qui va influencer, qui va simplement guider les autres, qui s'engage à se développer et à aider les autres à se développer également, qui reconnaît les situations émotionnelles des personnes en fonction des situations et qui s'adapte en conséquence, qui gagne le respect des autres et qui, au final, est inspirant et qui est rassurant. Et donc, pour finir, quel est l'intérêt de pouvoir intégrer les émotions dans le monde de l'entreprise? C'est une chance de pouvoir créer une ambiance de travail positive, collaborative et chaleureuse et d'avoir toutes nos émotions qui sont ensemble, non pas enfermées dans cette marmite à pression, mais qui peuvent s'exprimer chacune à leur niveau. Ça aide également les individus à libérer leur plein potentiel, à vouloir sortir du cadre, à vouloir faire des choses dont ils ne se seraient absolument pas cru capables avant de pouvoir exprimer leurs émotions correctement. Et ça permet également de travailler efficacement en conjuguant mes compétences et mes besoins. C'est un petit peu cette fameuse équation qui en général est absolument impossible à gérer, qui est je réconcilie mon cerveau et mon cœur. Et très souvent, quand on travaille, on en écoute un et pas l'autre. Et très souvent, c'est le cœur qui est un petit peu mis en deçà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la gestion des émotions dans le monde de l'entreprise. Pour finir, je vais vous mettre le deuxième sondage que j'avais préparé. Et donc, je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre à ce sondage et puis je répondrai avec plaisir à vos questions. C'est parfait, les votes vont très vite. On est déjà à 75% de participation. Je vais vous laisser encore une vingtaine de secondes pour pouvoir répondre. Attention, les 5 dernières secondes. Je vais clôturer le vote. Voilà. Donc, à la question qu'avez-vous appris ce soir à propos de ce sujet, énormément de choses nouvelles et inconnues pour 38%, des réponses à quelques questions que je me posais pour 44% d'entre vous, des confirmations de ce que je savais déjà, c'est génial, 31% d'entre vous, des notions intéressantes par-ci par-là, 18%, et ouf, personne ne m'a mis rien du tout, donc vous avez au moins appris quelque chose, c'est génial. Et quelle va être votre action suite à cette présentation? Je vais mettre en pratique et faire ce sujet une priorité dans la culture de mon entreprise, 6%. Félicitations, c'est génial. Je vais en parler avec mes collaborateurs pour voir ce que nous pourrions faire à l'avenir. Ça, je peux vous assurer que vous allez avoir de très, très bonnes surprises de pouvoir en parler avec eux. Je vais y réfléchir. C'est parfait, réfléchissez-y. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et je ne pense pas que cela va changer ma manière de voir les choses.
c'est un choix et ça ne pose vraiment aucun problème. Alors, hop, voilà, je vous partage donc les résultats. Et je suis là pour répondre à vos questions. Je suis à votre disposition.